Je me suis vraiment mis en situation là, je vous montre juste mon outfit. Je suis en pantalon de yoga avec un petit gilet genre de sport que j'ai acheté sur Vinted. Tout ça pour dire que dans les jours où je me sens pas, je vais mettre le micro. Ça fait même pas 40 secondes que je suis déjà partie sur 3 tangentes. Alors je me calme. Déjà, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur le web. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me tient à cœur parce que moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir eu accès à ça. Je sais pas si ça va aider, je sais pas trop même si je vais le poster, je sais pas parce que j'ai l'impression que j'aurai l'air insupportable. Ce qui est possible. Mais écoutez, je vais m'y mettre parce qu'en fait, moi, je trouve que n'importe quel contenu que moi, j'aurais voulu voir, ben, du coup, je pense pas être la seule. Si c'est un contenu que moi, j'aurais aimé consommer, ben, je vais le créer. Et c'est d'ailleurs va être carrément le sujet de la vidéo. On va parler d'entrepreneuriat, comment je me suis mise à l'entrepreneuriat, les conseils que j'ai dans l'entrepreneuriat. En gros, être freelance et développer des projets toi-même et être un peu ton propre patron, entre guillemets. Je disais ça sur la tenue parce que en ce moment, je suis pas au top. En ce moment, je ne me sens pas à mon best. Alors, je pense que j'ai perdu un peu confiance en moi sur plusieurs points. J'en parlais avec une amie qui elle aussi a perdu un peu confiance en elle, mais quand on perd confiance en soi, on a aussi l'impression que nos idées sont pas intéressantes et valent pas le coup. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un peu déserté l'internet. Personne n'a remarqué, probablement. Mais ouais, pendant quelques semaines, et ça aurait pu durer plus longtemps, mais en ce moment, je suis un peu dans un moment particulier et on va en parler dans cette vidéo. Moi, j'aime bien aussi les vidéos où je suis juste assise avec vous et genre on discute calmement d'un sujet. C'est un sujet sur lequel ça fait un moment que je voulais parler de ça, donc let's go. Pour un peu start off cette vidéo, j'ai écrit plein de trucs sur mes notes, donc je serai en train de lire un peu à côté. Et vu que j'ai pas trop confiance en moi aussi en ce moment, typiquement ce genre d'outfit, ça m'aide vachement à m'auto-booster. En gros, j'ai l'impression d'avoir un outfit de super-héros, et ben j'ai l'impression d'être un super-héros, donc ça m'aide mentalement. Et je pense qu'aussi il y a un truc où c'est pas que ça va pas top, c'est que je pense que je suis consciente de plein de trucs parce que ça fait un petit moment que je travaille sur moi et sur ma tête et je fais des thérapies depuis à peu près 1 an et je pense que le moins on est ignorant aussi, le plus on se pose des questions. Puis déjà que je me posais pas mal de questions, là je suis un peu sur un moment un peu particulier de ma vie où j'ai l'impression de baisser d'un gros high qui était post-confinement où tout s'est hyper bien passé pour moi et je dis pas que les choses se passent pas bien pour moi aujourd'hui, mais je suis un peu à la recherche de sens. Cette vidéo était pas censée être sur moi, mais bon, vu que c'est moi qui parle de mon expérience, finalement si elle va forcément être sur moi. Je suis dans un moment de ma vie où je suis un peu en full introspection et en acceptation, que je vais peut-être pas hyper bien, mais je suis patiente avec moi-même et je prends le temps de comprendre ce qui va pas. Je vais quitter mon agence d'influenceur aussi là en juin. Je suis dans un moment où j'ai besoin de genre faire un peu entonnoir sur ce qui m'intéresse vraiment, ce qui compte vraiment pour moi. Et voilà quoi. Donc c'est plutôt positif en réalité. On se retrouve et on va commencer à parler de ça. Donc déjà cette vidéo elle s'adresse à toute personne freelance. Et je la fais aussi parce que je trouve qu'il y a plusieurs tangentes sur lesquelles je vais partir. J'ai l'impression que tout le monde pourrait être freelance et c'est bien quelque part parce qu'il y a un côté dans le freelance où t'es hyper libre et tout, mais il y a un autre côté de ça qui vraiment pousse à avoir plein de side jobs. Et en fait c'est pas des side jobs. Genre la vérité c'est que beaucoup d'entre nous on a 3 métiers et ce sont des métiers qu'on valorise full time. Parce qu'on est freelance, on a l'impression que c'est juste des side jobs. Mais en fait, genre, c'est assez épuisant. Et suite à cette vidéo, d'ailleurs, j'aimerais bien commencer à tourner mon contenu un peu plus extérieur que la mode et genre tout le temps les sapes et tout. Mais genre plus aussi parler de mes potes qui, eux, sont freelance. Et genre passer des journées avec eux. Je pense à Auriel qui, lui, est tatoueur. Je pense à ma sœur qui est musicienne. Je pense à des freelances, copines à moi qui sont en com. En fait, ce que je trouve intéressant avec la freelance, c'est que t'es hyper libre, donc quelque part, tu crées ton propre modèle économique. Et je trouve ça assez intéressant de voir comment les autres le font et de manière réaliste en fait. Moi, je me sens légitime d'en parler parce que on me demande souvent déjà d'en parler. Comme je l'ai dit au début, c'est des conseils que moi j'aurais aimé entendre. Et même si je suis pas à un stade d'entrepreneur extrême richesse, justement j'ai quand même mon mot à dire et j'ai quand même appris des choses et j'apprends encore des choses. Et donc je pense que ça ne sera qu'un début de série. Mais en tout cas, la vie d'adulte en général ou être un jeune adulte et freelance et surtout dans des métiers artistiques, moi, c'est des sujets qui m'intéressent vachement et savoir comment tu navigues là-dedans, ça m'intéresse vachement. Et c'est un peu une manière de s'entraider aussi. Enfin, les commentaires sont hyper ouverts pour que vous m'appreniez des choses et qu'on puisse être dans l'échange constamment. Voilà. Donc, comment je suis rentrée dans l'entrepreneuriat ?
Déjà, pour vous donner un topo, mes 2 parents sont entrepreneurs. Mon père est DJ, ma mère est dans l'événementiel. J'ai toujours vu mes parents entreprendre. Ils avaient un restaurant ensemble quand j'étais plus petite, enfin une boîte de nuit, qui faisait aussi resto la journée. Du coup, moi, j'ai grandi avec un exemple de parents qui travaillaient très souvent, mais surtout, je ne connaissais pas autre chose que l'entrepreneuriat. Enfin, pour moi, tout le monde était entrepreneur. Donc déjà ça a aidé. Par contre mes parents ils ont fait pas mal d'erreurs, ce qui peut arriver. Et de toute façon on fait tous des erreurs. Et je pense que d'ailleurs j'en parlais l'autre jour encore avec Lara Victoria, ma poteau, qui elle a ouvert Relique et tout ça. Et on parlait des plus grosses erreurs qu'elle a fait et tout. Enfin moi je trouve ça trop intéressant. Et je trouve que ce serait hyper important d'avoir un moment avec elle aussi pour échanger là-dessus. Parce que je trouve que surtout en tant que femme, il y a un côté knowledge is power. Comprendre les choses, comprendre l'argent. J'ai l'impression que c'est des secrets en fait. Genre que la comptabilité, tout ça, ce sont des grands mystères. Et que ça arrange tout le monde qu'on ne sache pas comment gérer ça. Et en fait, c'est très angoissant. Consciemment, je rentre dans des statuts où je ne connais rien. Je travaille dur, souvent, tout le temps. Parce qu'en réalité, je ne sais pas trop combien je vais être taxée à la fin, qu'est-ce qui va me rester. Donc, par peur, j'en fais trop, sûrement. Et en plus, en freelance, on n'a pas... ça dépend comment tu gères ta vie de freelance, mais on n'a en général pas trop de promesses sur le lendemain. On ne sait pas si demain, le client qui nous appelle tous les mois arrête ou pas. Et donc, il n'y a pas vraiment de sécurité. Donc, il y a un peu un stress comme ça qui est pas évident. Il y a plein de manières d'être freelance, je pense. Moi, je me référais à ce que je connais. Donc, m'insultez pas si j'ai oublié tous les métiers du monde. Moi, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu et consultante en marketing. Et je vends également, enfin là, je vous parle très administrativement parlant, je vends également de la marchandise qui est les vêtements de ma marque d'Upcycling Rusmin. Petit conseil, commençons par le commencement. Quand tu veux démarrer à être freelance, moi, ce que je trouve en fait très cool avec la freelance vie, c'est qu'en réalité, tu démarres avec un métier, tu proposes quelque chose sur le marché. Et commencer en statut d'auto-entrepreneur, c'est quand même assez simple à monter. Et une fois que tu sais faire des factures, tu peux encaisser de l'oseille, mais on est trop content. Au-delà d'une vidéo sur la freelance vie, ça va être une espèce de vidéo développement de ce que tu penses faire, être conseillère d'orientation, qui me tient particulièrement à cœur parce que moi, si j'étais allée voir une conseillère d'orientation et ce que j'ai fait, elle m'a pas orientée, la pauvre. Si je peux être votre conseillère d'orientation... je le serais. Premier truc que je me suis dit, moi, quand j'ai commencé à entrer dans le monde d'adulte, c'est que je me suis dit, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir faire de l'argent, parce que c'est la réalité des choses. Mes parents m'ont mis très tôt face au problème d'argent, ce qui a été une erreur de leur part, mais je les aime quand même, je vous aime. Ne faites pas ça avec vos enfants. Je me suis dit, ok, là, je vais rentrer dans le monde adulte, et le monde adulte, il est tel que... tu vas faire de l'oseille et dans la vie tu fais soit de l'oseille en travaillant pour toi ou en travaillant pour quelqu'un. Moi qui suis pas très académique, qui a besoin d'être sur le terrain, j'ai très tôt voulu créer et puis surtout j'avais pas d'autres exemples, donc j'ai très tôt voulu créer ma propre vision et qu'elle se mette au monde, et je savais pas trop comment ça allait être, mais en tout cas ce que je me suis dit, observer le contenu que moi-même je consommais, genre normalement, tu vois, je me suis posée, j'ai regardé et j'ai analysé ce qui manquait, et en fait je trouve que ça c'est une bonne technique aussi en tant que créateur de contenu, même d'artiste, je pense, au long de sa vie. J'ai l'impression que parfois quand on perd de l'inspiration, c'est tellement plus simple de juste se poser, regarder un peu autour de nous et dire ok, mais qu'est-ce que moi je trouve qui manque dans le monde. Ça a l'air très prétentieux dit comme ça, mais en même temps si à un moment on n'a pas un peu cet ego boost et cette prétention, on fait pas grand chose. Donc je me pose là, et moi ce qui s'est passé c'est qu'à 15-16 ans, je trouvais que les filles qui étaient sur les réseaux, je trouvais pas quoi. Après il y avait pas beaucoup de meufs, surtout en France, il y avait pas beaucoup il y en a pas encore des masses, hein. Franchement il y a encore de la place pour des meufs chambées sur les réseaux. Il manquait pour moi un contenu de filles pas que mode, qui est pas que beauté, qui est pas que lifestyle, quelqu'un qui... plusieurs trucs. Et donc ça a commencé un peu comme ça pour moi, en tout cas sur YouTube, et ensuite ma marque, je l'ai commencé parce que je voulais faire des vêtements que je trouvais pas sur le marché, très, très clairement. Et puis le consulting, c'est un peu mon gagne-pain alimentaire. C'est un peu mes 3 piliers, et c'est sur les 3 que je suis un peu en ce moment. Alors, je trouve qu'il y a pas mieux comme conseil quand tu te sens pas inspiré de faire juste ce que tu aimerais voir. Ensuite, le deuxième point, le premier c'était d'observer ton contenu avant de vouloir faire quelque chose, d'observer ce que toi tu consommes organiquement et analyser ce qui te manque. Et le créer du coup, te poser dessus et le créer. Maintenant, je trouve que le deuxième point, c'est vraiment bien s'entourer, mais pas forcément trop. Moi, j'ai pu grave trop m'entourer par peur de manquer de gens, manquer de temps, par peur en fait. Et déjà, faire des choix par peur, c'est jamais très bon. Les choses les plus importantes, en tout cas pour moi, je remarque aujourd'hui, c'est important pour moi de travailler avec quelqu'un avec qui j'ai une vision artistique et des convictions similaires, politiques et tout. Enfin, pour moi, franchement, je trouve ça important. Surtout si tu vas les voir au quotidien. Et surtout quelqu'un qui t'apporte quelque chose que tu peux pas t'apporter.
que tu peux pas apporter à la boîte. Ça sert à rien de s'associer à quelqu'un, surtout s'associer. Si tu vas commencer à t'associer dans une entreprise à quelqu'un, faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes complémentaires. Et je pense à Freya qui a lancé Ren Club. Elle s'est associée à une codeuse parce qu'elle savait qu'elle allait devoir créer une application pour la location des vêtements. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait vachement que quelqu'un qui a une idée et quelqu'un qui sait coder vont s'associer comme Clara qui a fait ça aussi avec l'application unique, son mec qui eux deux sont là l'idée et des codeurs pour gérer l'application. Et souvent les applications ça se passe comme ça par exemple. Donc ça c'est un autre, le troisième point je dirais c'est de pas hésiter à s'associer à quelqu'un qui donne vraiment quelque chose que nous-mêmes on pourra jamais offrir. Et ça faut être conscient que tu peux pas tout faire quand tu vas lancer ton business. Quitte à s'associer à quelqu'un, associe-toi à quelqu'un qui vraiment a des expertises complémentaires aux tiennes. Si tu t'associes avec un poteau, associe-toi à un poteau qui lui en disant toi t'es hyper timide et t'es pas du genre à vouloir te montrer sur les réseaux, bah associe-toi à quelqu'un qui va lui prendre le lead sur tout ce qui est porte-parole et tout quoi. D'être réaliste et de se rappeler que le nerf de la guerre malheureusement c'est l'oseille parce qu'on est dans un monde qui marche comme ça. On est plus au jour des trocs où tu passes un écusson et à la place t'as remarqué qu'un écusson c'était déjà de l'oseille. Je te file un livre, tu me donnes une toge, c'est pas ça, on n'est plus là-dedans. Pour moi je trouve que le fait que j'ai gardé Rusmin aussi longtemps et qu'aujourd'hui je mets pas trop de pression et qu'il y ait des moments où je puisse un peu me poser malgré le fait que j'ai pas de chômage, c'est que j'ai d'autres activités. Du coup le consulting, j'ai très longtemps gardé même un autre taf où je travaillais à Dynamo. Je trouve que c'est important d'être réaliste et de garder un taf. Je sais vraiment pas comment font les gens qui arrêtent tout du jour au lendemain. Je trouve que c'est important de jauger. Enfin évidemment si t'as les études à côté, c'est une activité déjà. À moins qu'il y ait un moment où tu sois vraiment à 100% et je trouve que c'est... Après il y a deux écoles, il y a vraiment les gens qui vont dire il faut lâcher ton taf alimentaire pour te donner à fond dans ton art. Moi je sais que je suis le genre de personnalité je peux pas faire ça parce que je suis trop angoissée, j'avais trop peur de manquer, j'ai encore un peu peur de manquer et donc pour moi je sais que je suis le genre de personne qui avait besoin de garder un taf alimentaire et qui a encore besoin de garder un taf qui est le consulting, qui est un taf stable où c'est pas forcément là où je vais moi m'exprimer, apporter un truc au monde. J'ai l'impression d'avoir une valeur très humaine, c'est très genre corpo, mais voilà c'est un endroit safe qui me permet de me dire ok quoi qu'il se passe, si j'ai pas envie d'être devant la caméra, si j'ai pas envie de faire de partenariat, si j'ai pas envie de me stresser avec ma propre entreprise qui est Rusmin, et ben j'ai ça sur quoi me rabattre. Je pense qu'on est tous différents. Moi je sais qu'en tout cas le fait que je travaille pour d'autres gens, je reconnais la valeur des choses mieux, je reconnais la valeur de mon temps et aussi ça me permet d'avoir un cadre. Je sais qu'il y a des jours où je bosse pour d'autres personnes, il y a des jours où je bosse pour moi et voilà ça permet de cadrer ma semaine et ça c'est déjà hyper important parce que sinon c'était juste genre t'as ta vie et tu sais pas où mettre quoi machin. Maintenant comment je peux faire mon activité créative? Alors Rusmin évidemment on vend des vêtements et tout, mais aujourd'hui la marque existe aussi grâce au partenariat que je fais sur ma page personnelle, mais aussi avec Rusmin en particulier. On fait des partenariats notamment avec Rougier. Donc je trouve que ça, trouver des sponsors, un démarchage de marques avec qui sponsoriser, avec qui travailler, c'est une vraie mission en soi parce que nous ça va faire partie de notre to-do d'aller chercher des marques à qui proposer des projets pour qu'ils puissent financer nos envies. Par exemple, demain, on a envie de faire un festival de création. On va préparer un dossier et lancer des mails à droite à gauche. Mais il faut être proactif, il faut être force de proposition de ouf. Moi, j'ai un problème avec le fait de juste vendre des vêtements, c'est que déjà, j'ai du mal foncièrement avec la consommation et je trouve que je peux offrir d'autres choses qui est du coup, moi, animer des cours de couture. Donc, j'apprends aux gens à coudre et au-delà de coudre, genre, je leur apprends à vraiment faire de l'upcycling. Donc, comment moi, j'arrive à vivre de mon métier, c'est aussi grâce aux sponsors et grâce à ces moments qu'on prend pour créer des projets, démarcher les marques et voir s'ils sont in ou pas. Et comme ça, nous, ça nous permet d'avoir des rentrées d'argent régulières en échange de visibilité ou de compétences. Enfin, il y a toujours un truc en échange. Mais en tout cas, nous, on peut vendre des compétences et de la visibilité aux marques et après tout un package. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un deuxième point qui est important, c'est être force de proposition, anticiper le besoin des gens. Et tu négocies des packs aussi. Il y a eu des marques où voilà, on est venu vers eux parce qu'on voyait un potentiel avec ce que nous on proposait. Et ça s'est passé comme ça parce qu'on proposait quelque chose de chouette. On deal un truc avec eux. Au début, ils étaient juste sur une proposition. Tu deal un plus gros package et puis toi, ça te permet de rentrer plus d'argent juste parce que t'as proposé ça. Parce qu'en fait, il faut se dire aussi que beaucoup de marques ou beaucoup des institutions ont un, pas forcément les idées et puis deux, pas forcément le temps d'aller chercher des idées. Donc, il faut que tu fasses le boulot à leur place et que tu leur dises voilà, moi, je peux proposer ci, ça, ça. Vous avez ça. Moi, j'ai ça à vous donner. Est-ce qu'on peut faire un échange ? Voilà, même sans parler d'argent au début, mais je me dis si t'es une marque
même qui se lancent et tout, enfin, il y a forcément des manières d'avoir ce que tu veux sans forcément échanger de l'argent, mais échanger des compétences et des trucs à s'apporter l'un et l'autre. Next, bonne manière aussi de rentrer de l'argent, c'est, et ça c'était un bon tips, t'inventer un mail. Moi je l'ai jamais fait. J'avais vu un skater qui disait que quand il a commencé à monter en faisant ce qu'il fait, il s'est inventé un mail. Tellement de métiers musiciens, tu vas avoir beaucoup de métiers qui à la base donc sont créatifs, c'est des métiers je dirais même artistiques, et en fait ils vont être payés par le skate, mais parfois pas que, et il y a trop de manières de gagner de l'argent en faisant ce que tu fais, mais en trouvant des opportunités avec des marques. Lui il disait qu'il avait inventé un email d'agent pour qu'on le prenne au sérieux, et c'est un truc qui marche de ouf apparemment. Donc les marques elles venaient vers lui pour je sais pas moi collaborer sur un projet de planche, de skate ou que sais-je, et du coup lui répondait avec le mail d'une personne qui n'existait pas pour monter son budget auprès des marques, quoi. Et donc ça, apparemment, c'est un truc qui marchait. Je trouvais ça intéressant. Et puis ça donne plus de crédibilité. Et je trouve ça dur parfois de négocier pour soi-même. Et je sais pas si ça fait bader, parce qu'en même temps, je me dis, est-ce qu'on rentre dans une ère où on est tous potentiellement des créateurs de contenu, où on crée tous potentiellement une communauté autour de nous et potentiellement de l'argent. Et je me demande, est-ce que c'est mal ou est-ce que justement on devrait pas en profiter un maximum, genre qu'on devienne tous influenceurs. Est-ce que c'est horrible ce que je dis? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des manières de collaborer avec les marques, et pas toutes les marques, mais certaines marques qui sont honnêtement pas négligeables. Enfin, je trouve qu'on diabolise vachement l'argent et tout ça, mais la vérité, c'est qu'aussi il y a plein de gens et plein d'artistes qui arrêtent leur art parce qu'ils font pas assez d'argent et qu'on peut pas juste dépendre d'un autre humain pour nous rémunérer. Donc quelque part, dépendre d'une marque, c'est pas beaucoup plus mal parce que la marque va rapporter plus, donc demander peut-être moins d'épuisement à l'artiste, mais derrière peut-être le rendre un peu gourmand, ce qui moi a été mon cas, je pense, à un moment où genre et je pense que c'est pour ça aussi que je me perds un peu, c'est que j'ai été trop, par peur de manquer, intéressée par les contrat plus que ce que je faisais à la base, qui est la créativité de l'upcycling. Il y a un autre truc aussi qui s'appelle Patreon, si t'es un artiste, un chanteur, un freelance, t'écris des livres, que sais-je. Moi, en tout cas, je sais qu'autour de moi, même si j'ai plein de potos corpo, j'ai aussi plein de copains qui sont freelance et qui sont des artistes Patreon. Je trouvais que c'était une idée intéressante dans le sens où je sais qu'il y a plein d'artistes qui se voient pas collaborer avec des marques et qui ouvrent un Patreon pour être soutenus par d'autres gens. Avec mon problème de me dire aussi, ouais, je suis un peu partout et je suis un peu nulle part en même temps, je suis de plus en plus sélective avec les endroits où je vais être. Déjà par fatigue, parce que je pense qu'avec ce manque de confiance en soi aussi est venue un peu une espèce de anxiété sociale, un peu un sentiment de vacuité à propos de tous ces événements qui existent. Je pense sont nourris quelque part par mes propos un peu capitalistes, soit, et peut-être que je le nourris dans cette vidéo, ça, mais en même temps, ce que je raconte nourrit aussi un peu une indépendance financière et qui peut permettre aux gens de faire un peu plus ce qu'ils veulent, artistiquement parlant, et qui peuvent du coup faire leurs arts tranquillement. Pourquoi je disais ça? Ce que j'ai fait moi récemment, c'était de me dire, ok, je vais peut-être do the extra mile pour les marques, c'est-à-dire, genre moi j'ai déjà eu des partenariats qui ont été enclenché grâce à quelque chose que j'ai fait gratuitement par pur kiff, tu vois. Donc c'est-à-dire la marque Rouge m'avait invité à déjeuner à Saint-Germain, et en fait après le dîner je remarque qu'il y a plein de nappes avec un R dessus, et j'ai une grande obsession pour les initiales, surtout les miennes si vous le savez. D'ailleurs, je vais faire un pop-up le 12, 13, 14 mai rue Smine à Paris dans le 11e. On va broder des initiales, on a une machine pour broder des initiales sur nos pièces si ça vous intéresse. Bref, quid de promo. Donc avec ces nappes-là, je me suis dit putain, ça ferait grave une belle jupe. Et j'en ai fait une petite vidéo que je vous mets là. Et ça, c'est du travail que j'ai fait, et c'est un peu une promotion gratos que j'ai fait. Suite à ça, ils m'ont proposé plusieurs partenariats, et c'était vraiment chouette et j'étais trop contente. Et ça m'a permis d'injecter de l'argent dans la marque encore une fois, et de me permettre de vivre de ma passion, tutti quanti. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est que il faut pas non plus être un pigeon, lol, c'est mon nom de famille, mais à contrario, il y a une marque pour laquelle j'ai créé du contenu par amour de la marque et de la beauté du truc, et ça souvent ça se passe dans le luxe, ils aiment bien te faire miroiter. Il y a un moment où je vais probablement arrêter de donner tout mon temps, enfin surtout quand c'est pas des petites marques et tu sais que c'est pas des gens qui vont galérer à te payer. Faut pas non plus je trouve trop donner et rien avoir en retour, parce que c'est important d'être sélectif, et si tu fais que donner gratuitement aussi ils vont arrêter de se dire qu'ils ont besoin de te payer. Et ça, dans la création de contenu, je trouve qu'il y en a beaucoup. Après, je trouve ça super de soutenir des petites marques, mais là je vous parle pas des petites marques, je vous parle des grandes marques qui vont inviter des gens à moult events et jamais leur proposer un partenariat ou un truc comme ça, et quand même leur prendre vachement de temps. Après oui, je comprends qu'on fasse les choses par passion, mais moi tout ce que je fais a commencé par passion et ça l'est encore. Et c'est vrai que si à un moment j'ai pas l'impression qu'on me valorise en me proposant plus, je vais rester sur ma faim et je vais mettre mon temps sur d'autres gens, quoi. En fait, je parle des freelances dans l'image, je pense. Assez niche.
En fait, je parle de moi. En fait, je parle de musiciens, je parle de tatoueurs, je parle de skateurs, je parle d'influenceurs, je parle de designers, enfin toutes les personnes qui vont montrer sur les réseaux leur métier. Je m'adresse un peu à eux, quoi. Je sais pas si cette vidéo va sortir parce que je sais pas si c'est horrible ce que je raconte ou si je suis en train de pousser un capitalisme à l'encontre de tout ce dont je crois. Mais en même temps, c'est un peu ma vérité aujourd'hui et c'est un peu la vérité dans laquelle on vit. Je conseille aussi, c'est important, je trouve, de donner l'image claire de ce que tu veux donner sur les réseaux. Donc, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a des gens qui font un certain métier et tu ne sais pas, ou tu vas voir sur leur page Instagram qui est foncièrement aujourd'hui est un LinkedIn pour ces gens-là et pour moi aussi, tu ne sais pas s'ils sont youtubeurs ou chanteurs et je pense que c'est pas grave parce que tu peux être plusieurs choses, mais je pense que c'est important par rapport aux marques avec qui tu veux bosser ou pas bosser, ou même les gens à qui tu vas t'adresser, d'être clair dans ton message et que ça se voit directement. Ça, c'est un truc aussi, on oublie, j'ai l'impression. Et les gens, ils se permettent d'être hyper vagues, alors qu'en fait, genre, tu peux pas te permettre d'être vague. Quand quelqu'un de random va sur ta page et qui ne comprend pas directement ce que tu fais, bah, tu te fous des bâtons dans les roues. Après, je trouve que c'est hyper important de rester soi-même, et je trouve qu'il y a une grosse erreur aussi là-dedans. On fait grave ce truc de... Enfin, même moi, je rentre là-dedans, mais je trouve qu'on oublie, les gens ne sont pas des esthétiques, on n'est pas des trends. Donc, je trouve que ce qui est trop bien chez les gens et l'humain, c'est qu'on est des humains, et c'est que, genre, on est tous différents. Cela dit, parfois, j'ai l'impression que certaines personnes se concentrent plus sur être un esthétique, et j'en suis victime aussi, que être eux-mêmes. Et là, ça, je l'ai remarqué récemment aussi. J'ai grave mis de côté aussi être moi-même. Et moi-même change aussi. Le truc aussi de grandir avec les réseaux et un peu sur les réseaux, c'est que parfois, t'as l'impression que t'as tellement figé qui tu es que t'as pas le droit de grandir parce que t'as montré une partie de toi. Mais en fait, si, genre, moi, je vais être amenée à changer d'avis. Et ça se trouve, ce que je vous dis aujourd'hui, demain, genre, je change d'avis. Et je pense que dans 4 ans, je me dirais probablement, waouh, c'est si money-driven, ce que tu dis. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le schéma dans lequel je me trouve. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que c'est important de garder une image claire de ce que tu es, en tout cas sur les réseaux, surtout si tu veux en faire ton gagne-pain. Mais derrière, de pas tomber dans le truc de rentrer dans un esthétique pour plaire aux gens. Parce que ce qui est le plus riche chez toi, c'est qui tu es. Et qui tu es vraiment. Et même dans tous les autres métiers d'ailleurs, quand ils sont pas juste au niveau de l'image. Mais après, je pense que les médecins, ils ont moins ce problème-là d'être en mode genre do I fit de genre médecin esthétique. Et en même temps, tu me diras, genre une meuf que j'avais vue à New York, parce que moi je fais grave ça. J'étais à New York, j'ai croisé une meuf qui était trop bien habillée. J'ai demandé genre quel était son Instagram, parce que je voulais la suivre sur Insta, parce que je la trouvais trop stylée. Donc je commence à la suivre sur Insta, en effet elle était trop stylée et tout, et en fait elle était infirmière. Elle a grave fait un contenu influence autour de son métier et de ce qu'elle fait aussi à part et de ses envies, sa passion pour la mode et la skincare et tout, mais bref, comme quoi il y a des gens qui se font des métiers... qui sont pas instagrammables, qui sont sur Insta. Et en même temps, il y a un truc avec ça que depuis tout à l'heure, en parlant, je me rends compte, on n'est pas du tout obligé et je suis pas en train d'inciter à ça, mais en même temps, j'ai peur de le faire et je vous en parle ouvertement parce que j'ai le droit à l'erreur moi aussi. Mais est-ce que je suis pas en train d'encourager une auto-performance de soi-même pour vivre de sa passion ? Peut-être. À vous de juger. Je suis un peu dans cette problématique en ce moment et c'est pour ça que c'est important pour moi de séparer les choses. Et en même temps, c'est important pour moi de partager tout ça parce que c'est quelque chose qui franchement m'aurait aidé à l'époque. Donc on est sur ce truc d'image sur lequel je suis restée pendant 15 ans. Il y a un truc qui est génial avec l'internet, c'est que c'est vraiment un distributeur indépendant finalement. C'est ton propre canvas. Donc à partir de ce moment-là, tu t'en fais ce que tu veux. On a beau dire ce qu'on veut par rapport à Instagram et au monde des réseaux sociaux et le fait que ça soit fake et tout. Mais bon, c'est juste, suis pas des gens fake aussi derrière. Tu vois, si tu suis des gens qui juste t'inspirent pas, quit. Mais moi aussi, je me compare et tout le bordel. Mais en fait, au final, c'est aussi juste une plateforme qui, moi, me fait vachement de bien au niveau inspirationnel. Il y a une autre manière aussi de faire de l'oseille, c'est les subventions. Il y a beaucoup de subventions, surtout pour les marques clean et tout. On peut trouver ça. Il me semble qu'il y a We Green, qui est une association. Faut checker la vidéo de abonneurs, je vous la mets là. Ou là, je sais plus où ça se met. Et elle parle de sa marque, les regrets d'ailleurs qu'elle avait autour de sa marque, que je trouve hyper intéressant. Et c'est trop bien parce qu'on s'entend hyper bien pour ça aussi. Je trouve que c'est quelqu'un de grave vrai. Et même sur les réseaux, elle est trop mignonne et elle a trop pas peur de genre faire des erreurs et tout. Et je trouve ça courageux de sa part. Parce que il y a beaucoup de gens, surtout en France, qui attendent de faire les choses parfaitement avant de s'exprimer et de sortir quelque chose. Il y a un truc aussi que je trouve important du coup là-dedans, et ça va avec le truc d'internet. Un nouveau point qui est développe une communauté pour jamais avoir besoin de payer de la pub.
Et en fait, bon, bah, évidemment, à un moment, tu as besoin de payer de la pub ou travailler avec des gens qui, eux, vont pouvoir t'aider à promouvoir ton projet. Mais je trouve que de développer une communauté, il n'y a rien de plus intéressant. Et le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi j'ai eu beaucoup de stagiaires, par exemple chez Rusmin, qui me disaient, voilà, moi j'ai trop envie de faire ce que tu fais, mais je n'ai pas envie de me mettre devant de la scène. Et honnêtement, je pense que si ton contenu il est assez créatif, moi il y a plein de contenus que je suis qui sont pas du tout, où le mec je sais même pas à quoi il ressemble, je sais même pas si c'est un mec d'ailleurs ou une meuf, des contenus de couture, et je pense pas que devoir se montrer est indispensable. Je pense que vraiment tu peux développer une communauté sans devoir montrer ta gueule, juste faire des voix off. Je pense que ça c'est possible, mais c'est vrai que mine de rien, développer une communauté ça va être hyper bénéfique pour toi parce que ça te permet d'avoir une audience directe. Important de te dire que les premières années elles vont être consacrées à la recherche et à la data et à la notoriété. Cela dit, tu risques de pas être rémunéré à la hauteur de ce que tu devrais être rémunéré. Pourquoi ça? Ben en fait, les gens dans le business disent que tu peux pas savoir si un business a marché avant 3 ans d'existence au moins, parce que 3 ans c'est le temps qu'eux ont jaugé assez pour évaluer le succès de ton business. Et c'est vrai que si t'es rentable au bout de la première année, mais c'est trop bien. Après il y a des gens qui ont juste même pas les moyens d'attendre 3 ans, et c'est pour ça que je parle de garder un métier à côté. C'est que les premières années c'est quand même assez bien d'être réaliste et de continuer à avoir un taf à côté qui te rémunère pour pas te plomber. D'ailleurs, c'est encore mieux si ton taf à côté, il a un rapport avec ton métier artistique, parce qu'il peut nourrir ton métier artistique. Exemple, moi, je bossais chez Dynamo, et en fait, t'avais là les journalistes un peu hype et tout qui venaient, c'était un peu plus âgés que moi. Genre, je faisais la conversation avec elles, et c'est ouf parce qu'avec Rusmin, les moments où on faisait le moins de trucs, c'est les moments où on a eu plus de com, je pense parce qu'aussi on arrivait à un début, mais des coms, genre on a eu les Inrock, on a eu Combini, genre les premiers mois quoi. Et c'est fou parce que ça aussi ça a été grâce au métier alimentaire que j'avais, c'est pour ça que je le partage. Je trouve ça intelligent quand tu commences ta vie d'adulte, même si t'as un job alimentaire, si t'arrives à choisir aussi que ce job alimentaire, non seulement il alimente ton portefeuille, mais qu'il alimente aussi ton réseau, qu'il alimente ton cerveau, qu'il soit stimulant en général, et qu'il t'apprenne des skills qui peuvent être des compétences qui peuvent être importantes, intéressantes dans ton passion project et dans ce qui va être un peu plus artistique. Il y a aussi comment rémunérer, il y a aussi les crowdfunding, et c'est un point hyper inspirant et que je trouve hyper beau comme projet. Donc encore une fois, il y a ce côté aussi demander de l'argent un peu comme le Patreon, mais en fait, s'il y a un retour derrière, voilà, Yasmine par exemple, ma sœur, elle avait besoin d'ailleurs elle a demandé moins qu'elle aurait eu besoin, mais bon, c'est toujours dur de demander de l'argent, mais elle a quand même eu 7000 balles. Et en fait, apparemment, c'est un gros levier de communication aussi. Et les crowdfunding, il y en a plein, il y en a qui se font produits cosmétiques, qui font des levées de fonds pour le lancement de leur carrière musicale. Donc Yasmine, c'était 2 clips et son EP, je crois. Je trouvais ça hyper intéressant et je trouvais ça surtout hyper humain, et ça inclut grave les gens dans ton processus. Ça, par contre, ça demande des compétences en communication, mais honnêtement je trouve ça trop admirable, et je trouve ça trop chouette parce que ça engage grave les gens à ton projet, et avant même qu'ils aient écouté ton projet, ils adhèrent déjà parce qu'ils t'ont donné de l'argent littéralement, tu vois. Après ça peut mettre la pression à certaines personnes et être en mode genre ouais c'est pas cool et tout de demander de l'argent aux gens, mais franchement c'est tellement la galère, genre surtout pour les artistes, ça me dérange pas quand je vois des artistes ou des projets que je trouve chouettes demander de l'argent, expliquant directement où l'argent va être mis, parce qu'évidemment maintenant c'est des trucs qui sont hyper traqués, mais ça a dû arriver que les gens fassent des crowdfunding pour des projets qui n'ont jamais abouti ou qu'ils ont fini par s'en mettre plein les fouilles. Mais il me semble que non, il me semble qu'ils checkent derrière où est-ce que ça va, et puis de toute façon si tu fais ça en réalité tu te blacklistes de ouf, parce que c'est fichable quoi, parce que genre il y a une personne derrière ce crowdfunding, et cette personne là, si elle délivre pas derrière le travail, c'est un peu fichable. Bref, next, administrativement parlant, moi j'ai commencé en auto-entrepreneur. C'est le meilleur statut, enfin c'est le plus simple, je fais des factures simples. Et peut-être que si vous voulez, je vous apprends à faire une facture. Moi c'est mon mentor de l'IFM, Raja, que je remercie toute ma vie, qui m'a appris à faire des factures. C'est ouf parce que je me suis dit, personne m'a appris à faire des factures. Genre quand tu bosses dans la mode, tu es freelance. Dans la mode c'est connu, beaucoup de gens commencent en étant freelance, surtout les stylistes, enfin tous les gens qui vont être pris sur des jobs à droite à gauche vont être freelance. Donc comment personne nous a appris à faire de la compta quoi? Je suis genre outrée. Commencer en auto-entreprise, c'est assez simple. Le premier conseil que j'ai à dire quand vous êtes auto-entreprise, je vous conseille de déclarer vos revenus de manière mensuelle, et je dirais même de rajouter la coche, enfin quand tu commences ton statut d'auto-entrepreneur, en fait, t'as quelque chose qui te permet de déclarer tes impôts mensuellement aussi. Comme ça, à la fin de l'année,
quand tu fais ton bilan d'auto-entreprise, tu vas avoir rien à payer aux impôts. Enfin, rien, c'est l'expression, mais tu auras beaucoup moins parce que tu auras déjà payé par mois tes impôts et tes taxes. Et ça t'enlève grave un poids parce que je trouve que ça te permet de voir plus long terme et te dire, ok, au moins je sais que mensuellement je suis carré et qu'il n'y a pas de problème. La deuxième chose, tous les métiers ne sont pas taxés de la même manière. Je me permets de rajouter, demander l'ACRE. Aux premières années d'auto-entreprise, l'ACRE permet de payer, il me semble, 3 ou 6% à la place de ces pourcentages qui sont beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, moi qui suis en SARL, parce qu'en fait, quand tu dépasses un certain seuil en auto-entreprise, tu es obligé d'aller en SARL. Une SARL, c'est franchement plus de bourbier. Je conseillerais, à moins que tu aies beaucoup de frais dans ton entreprise, parce que c'est vrai que l'SARL a des bénéfices en termes de frais. Je trouve que j'ai de plus en plus de frais, donc ça va que je sois en SARL, ça me fout pas trop le seum. Mais en gros, pour vous donner une idée, en auto-entreprise, j'étais taxée à 22%. Aujourd'hui, en SARL, je suis taxée à peu près entre 40 et 50%. En gros, pour vous faire un résumé, j'ai beau bosser le double, je gagne autant que quand j'étais en auto-entreprise. Voilà, seul truc, c'est qu'en auto-entreprise, au bout d'un certain moment, tu payes la TVA. Et là, en SARL, l'avantage, c'est que la TVA, en fait, t'es remboursé de la TVA, ce que tes frais. Oh, aïe, aïe. Plus tu payes de frais, moins tu payes de TVA. Donc, dans ce sens-là, c'est bien. Mais ça, on parle de ça vraiment dans un deuxième step. En attendant, les premiers conseils sont très importants à écouter. Demandez l'ACRE, déclarez mensuellement vos impôts et même vos taxes en général. Pour venir au point mental, ne pas attendre d'être motivé pour y aller, se forcer à se discipliner pour se bouger le cul devienne une habitude. Je suis convaincue que, d'ailleurs c'est pas que je suis convaincue, c'est vraiment des faits, l'humain s'adapte au bout de 21 jours. En tout cas, le corps apparemment s'adapterait à une habitude au bout de 21 jours. Je crois pas trop à la motivation. Je pense que la motivation, c'est quelque chose qui va te permettre genre de faire le push sur quelque chose. Mais ensuite, c'est la discipline qui va faire que tu arrives quelque part vraiment. Surtout en auto-entreprise ou en freelance. Parce que tu es livré à toi-même, parce que t'as pas des horaires de bureau. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément confiance en moi et je pense que si on attend en fait d'avoir confiance en nous, si on attend d'être motivé, que le bon Dieu arrive et qu'il nous dise c'est ton moment pour t'accomplir, et ben on va jamais s'accomplir ou on va le faire une fois et ça va pas suivre. Donc je pense que la discipline is key. D'où le besoin d'avoir un taf à tes parce que ça peut aussi te permettre d'avoir un équilibre entre des choses qui te rémunèrent, peu importe ta motivation, et un métier de passion qui peut potentiellement te rémunérer si tu t'arrives à gérer un peu ton schmilblick. Deuxième point important, je trouve, pour le mental, c'est avoir un entourage d'entrepreneurs et partager les doutes. Pour moi, c'est genre crucial de pouvoir appeler une poteau à genre 11h et être en mode genre meuf, est-ce que tu comprends la TVA? Meuf, tu fais quoi toi dans ces cas-là? Meuf, combien de temps avant ton pop-up tu le communiques? Meuf. Et c'est cool parce que c'est des ouzes là, genre je parle beaucoup de meufs, c'est toujours mieux parce qu'on adore les femmes, n'est-ce pas? Je trouve ça chouette d'avoir un entourage de go qui font des bails. Je parle pas forcément d'entrepreneurs, mais je parle même de meufs qui font leur bail et tu vois, de poteaux DJ, de poteaux profs de yoga, des gens en fait, mais qui vont finalement être freelance ou qui vont en tout cas un peu vendre leur pain à leur manière en tant que freelance. Je trouve ça hyper cool d'avoir des gens sur qui se reposer et échanger parce que souvent tu peux te sentir seul un peu. Deuxième truc important pour le mental, je pense que c'est d'anticiper les moyens de trouver de l'argent régulièrement. La régularité, c'est quelque chose qui va beaucoup te calmer dans la vie de freelance. Si tu arrives à trouver une stabilité via des clients qui sont stables, avec qui tu as une confiance et qui te propose même un contrat, parce que c'est pas parce que t'es freelance que t'as pas de contrat. Après, il y a des freelances qui sont freelance déguisés. Après, il y a des freelances qui veulent rester freelance toute leur vie. Mais en tout cas, c'est cool si t'as des gens de confiance, si t'arrives à trouver des gens avec qui tu travailles où t'as l'impression que je peux compter sur eux et eux, ils ont l'impression que tu peux compter sur toi aussi, parce que le truc avec le freelance, c'est qu'on a l'impression que c'est juste toi qui travailles pour quelqu'un, mais en réalité, c'est qu'un employeur qui a un freelance, il peut rien lui imposer non plus. Donc, à tout moment, tu te casses aussi. Donc, il faut savoir que tu as aussi ta place et tu as un marge de manœuvre dans ta valeur dans son entreprise, même si c'est pas ton métier de cœur. Tu vends une prestation à cette personne. Je trouve que c'est important dans ces moments-là d'avoir une espèce de relation de confiance entre l'employeur et toi, que l'employeur sache que toi, tu vas pas le laisser tomber last minute, et pareil que toi t'es pas l'impression qu'il va te laisser tomber last minute. Je trouve qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont très mauvais managers et qui en fait genre laissent les gens du jour au lendemain. Trouver un équilibre sain. Un équilibre sain, trouver un équilibre sain, moi je trouve que c'est important de se rappeler que quand même ce qui importe c'est qu'on reste en vie.
et qu'on fasse pas des burn-out, you know, like, we don't want to burn out. Donc, trouver un équilibre sain. Moi, mon équilibre sain, jusqu'à maintenant, c'était d'avoir mon sugar daddy qui était l'influence, mon métier stable de consultante, et mon projet d'amour qui est Rusmin, qui va pas rapporter de l'argent de malade, disons les choses comme elles sont, mais qui me donne l'impression de vivre, qui me donne l'impression que je fais quelque chose de bien dans cette vie. Je crée des métiers, je peux employer des gens. En ayant cette marque, presque, c'est une action engagée de ma part, presque. Tout ça pour dire qu'avant, c'était mon équilibre. Aujourd'hui, je commence à en avoir un autre, à me dire que je peux peut-être un peu plus me reculer de ce truc de influence directe, d'avoir juste genre Rusmin comme un espèce de grand cœur, comme ça, et des sponsors, here and there, pour genre nourrir ce cœur. Enfin, et faire un truc créatif et tout, et d'utiliser les marques, en fait, on va dire les choses comme elles sont, d'utiliser le fric des marques pour faire ce que je veux, quoi. Tu vois, je trouve que ça, c'est un équilibre. Après, c'est pas parce que tu utilises le fric des marques que t'es une personne horrible. Utiliser le fric des marques, c'est pas ça. C'est genre, par exemple, moi, pas typiquement, projet où directement, par exemple, on va animer des workshops pour une marque, et là, c'est directement corrélé à ce que je fais. Mais parfois, je vends, je promeus un produit qui est pas directement lié à ma marque, mais qui est un produit auquel je crois. Et dans ce cas, voilà, c'est... Enfin, moi, c'est ça. L'idéal, ce serait ça dans ma vie. Donc, ce serait mon équilibre stable. Après, j'ai l'impression qu'on compose aussi. Moi, j'ai le métier que j'ai aujourd'hui et j'ai la manière de voir les choses aujourd'hui par rapport à la manière dont j'ai grandi. Je suis pas en train de vous dire faire ça, et comme je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, peut-être que c'est horrible, peut-être que je suis en train de vous dire comment capitaliser votre passion, monétiser votre passion et faites mourir votre âme. Peut-être que c'est ce que je suis en train de dire. Mais en fait, genre, si t'en es conscient, I don't know. Genre, soyons transparents entre nous, franchement, je sais pas. Moi, je pense que je préfère faire les choses comme je le fais aujourd'hui. Il va y avoir des inconvénients et des avantages à toute situation. Aujourd'hui, je pense que je suis en paix avec comment ça se passe, plus en plus. Et surtout, si je vous le communique. Se faciliter la vie avec des outils. Google Calendar. Google Calendar est ton best. Les gens qui ne marquent pas leur emploi du temps, je ne sais pas comment vous vivez. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez dans la vie. Les notes, j'utilise mes notes constamment pour ma to-do. Et surtout, je le rappelle, quand je vais avoir fait un partenariat ou quand j'ai à envoyer une facture, je note. Et je vais faire le truc bullet point là, et j'appuie sur le bullet point quand ce virement a été fait. Parce qu'en fait, en freelance, parfois, t'as des petits jobs à droite à gauche, genre 500 balles par-ci, 400 balles par-là, 1000 balles par-ci, 1000 balles par-là. Alors si tu notes pas, ben, qui va se rappeler de te payer? Il y a des clients qui peuvent ne jamais te payer, surtout dans la freelance. Parfois, on est payé genre 90 jours en retard. Donc, note-toi bien les trucs. Et d'ailleurs, dans les factures, tu as le droit de mettre qu'on te paye 30 jours max, et que si les 30 jours sont dépassés, tu peux demander une majoration, parce que les gens, s'ils ont compris ton devis à la base, ils savent que ta facture, elle donne, entre guillemets, que tu sois payé sous 30 jours. J'ai vu sur une story de Tess qui disait que les to-do list c'était hyper toxique, mais genre, moi, si j'ai pas de to-do list, I don't do. So if there's no to-do, I do not do. So how do I do if I don't to-do? Avant-dernier point, fais-toi confiance, yo. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fais confiance à ton projet, fais confiance en qui tu es fondamentalement, qui tu es quand personne ne regarde. Si t'es un criminel, c'est chaud. Stop it. Get some help. Mais si t'es quelqu'un de bien, ce que je suis sûre que tu es quelqu'un de bien, tu peux te faire confiance. Fais-toi confiance, fais confiance en ton art, fais confiance en ce que tu as dans le bide et sors-le, partage-le. Je dirais même, lis ce livre, qui s'appelle Still Like an Artist, qui est un livre que j'ai lu quand j'avais 17 ans, qui n'est pas vraiment un livre, qui est genre juste des mots qui se suivent, qui font des phrases, et ensuite qui font des petits pavés de paragraphes un peu motivants sur avoir confiance en soi, et genre juste devenir, quoi. You know? Just embrace yourself. Next, on va parler un peu français. C'est important de mettre de côté mes côtés. On ne sait jamais, anticipe les moments creux, anticipe les rainy days, comme diraient les Anglais, et anticipe les moments comme moi, où en ce moment je suis un peu depressed. Tu vas pas forcément vouloir choisir des trucs, et c'est dur d'anticiper parce qu'il y a des moments où tu te dis mais jamais ça ira pas, enfin genre il y a des gens qui sont un peu comme ça. Alors, moi je sais que j'ai des moments où j'ai l'impression que le monde est à mes pieds, que je vais tout péter, et que jamais j'aurais pensé avoir d'autres moments comme aujourd'hui où je suis un peu en mode genre là, si je prends un sac à dos et que je pars à la plage perdu quelque part pendant 7 mois, il y a moyen que j'aille mieux quand je rentre, mais je ne peux pas. Et personne en réalité peut faire ça, hein. C'est vraiment complètement naïf de dire ça. Mais c'est vrai que quand t'as un chômage, chose qu'en réalité peut-être que j'ai, je ne sais même pas, mais j'ai jamais été autre chose qu'entrepreneur. Et ça aussi c'est un autre sujet, parce que franchement, nous la retraite là,
Nous, la retraite, on ne connaît pas ça. On n'est pas non plus hyper bien lotis. C'est pas évident pour les entrepreneurs quand même. Surtout les jeunes entrepreneurs. Et c'est pour ça donc que je vous fais cette vidéo. Et donc voilà, je partage ce que je sais. Je partage même ce que je ne sais pas. Je vous ai même partagé mes doutes à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle sera bien prise parce que moi, ce que je veux surtout, c'est que vous slay et que vous slayez. Croire un monde où si on va bien, la planète va mieux. Si genre on prenait soin de soi, à tout moment on aurait envie de prendre soin de la planète parce que genre on a envie de give back, tu vois. Et moi je sais que cette vidéo là m'aurait fait du bien, je pense à l'époque. Elle aurait été peut-être un peu trop concrète, elle aurait un peu kill ma vibe de être juste une créative, mais en même temps elle est réaliste. Et c'est important. Ouais, du concret. Donc voilà, moi ça m'a fait du bien de revenir un peu sur la toile et vous parler. J'espère que je vais aller mieux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous irez mieux si vous allez pas très bien. Et embrace yourself. Gros bisous. Love you.